Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire en direct avec IT Cloud et euh, Miguel Caron de AvePoint. Miguel va nous présenter la solution Opus de AvePoint. Alors, on va voir de quelle façon nous sommes capables de réduire les coûts pour les clients grâce à des services d'optimisation du stockage et d'hygiène des données à travers l'utilisation de cette solution qui nous offre cette clé-là, la clé de l'optimisation du stockage et la qualité des données dans Microsoft 365. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Miguel Caron de AvePoint, directeur régional Canada et Amérique du Sud, qui va nous faire découvrir comment tirer parti de ce coffre Opus. Miguel va partager avec nous comment nous pouvons surmonter certaines des difficultés liées à la mise en œuvre d'une stratégie de la gestion de l'information grâce à l'optimisation du stockage et à la gestion du cycle de vie de l'information. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvain Fontaine, spécialiste technique Modern Work et sécurité au sein de l'équipe prévente Microsoft chez IT Cloud. Et sur ce, je te cède la parole, Miguel. Parfait. Donc, l'introduction a été faite. Alors, aujourd'hui, on va parler de Opus. Alors, rapidement, mon nom est Miguel Caron, directeur régional technique pour AvePoint. Je supporte les territoires canadiens et l'Amérique latine. Présentation brève de AvePoint, leader mondial de la sécurité, de la gouvernance et de la conformité des données, certifié à certains des niveaux de sécurité et de conformité les plus élevés au monde, FedRAMP, CSA, entre autres. Vous voyez sur l'écran que certains des partenaires et des clients canadiens utilisent également les solutions AvePoint. On a Gildan, Nutrien, Rogers, la Gendarmerie royale du Canada, Atkins, Realis, etc. Alors aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est quels sont les défis auxquels les entreprises sont confrontées par rapport à la qualité de la donnée, l'optimisation du stockage et en fonction aussi de l'intelligence artificielle. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'intelligence artificielle est là et il y a beaucoup d'entreprises, ou en fait beaucoup de pression, même des employés, pour embarquer dans cette plateforme-là, ou en fait commencer à l'utiliser. Mais il y a beaucoup de défis à surmonter. Parmi ces défis-là, ben, nous, ce qu'on vous propose, c'est justement la Confidence Platform, qui est le portail utilisateur ou d'entreprise, si on veut, pour les clients. Donc, d'avoir accès aux différents services d'AvePoint. Il y a trois piliers à la Confidence Platform. Il y a la résilience, le contrôle et la modernisation. Donc, la résilience, autrement dit, la préservation de la disponibilité, de l'intégrité et de la sécurité des données. Ça, c'est le pilier en haut à gauche. À l'intérieur de ça, on va voir le cloud backup, évidemment. Opus fait partie intégrante de ce pilier-là. En bas à gauche, on a la modernisation, donc tout ce qui touche le bureau moderne chez Microsoft. Autrement dit, c'est le concept de transformer l'environnement de travail traditionnel en intégrant les nouvelles technologies infonuagiques. Et finalement, à droite, on a le contrôle qui consiste à établir des stratégies, des processus et des contrôles pour garantir que les ressources infonuagiques sont utilisées de manière efficace, sécurisée et conforme aux objectifs stratégiques de l'organisation. Parlant d'intégrité de données, l'intégrité de données, c'est quoi? C'est vraiment la garantie que les données sont exactes et correctes, donc qui sont pertinentes tout au long de leur cycle de vie. Alors aujourd'hui, avec IT Cloud, vous avez accès aux différentes solutions AvePoint qu'on affiche à l'écran. Donc, Cloud Backup, le Fly pour la migration, vous avez Policies and Insights. Et aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à Opus, qui est le dernier SKU, je crois, qui est disponible du côté d'IT Cloud. Donc, présentation rapide de Opus. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que les clients ont besoin? On parlait d'intégrité de données. OK? Donc, aujourd'hui, les coûts de stockage infonuagique ne sont plus gratuits comme ils l'ont été longtemps, ou en tout cas, gratuit, c'est peut-être un grand mot, mais disons que c'était très accessible. La tolérance de Microsoft envers les accès, c'est terminé. Alors, tôt ou tard, vos clients se retrouveront dans une situation délicate. Microsoft est tellement excédé
par les coûts de stockage qui n'hésitent plus à imposer des surcharges importantes aux clients. Donc, quand vos clients vont atteindre leurs limites, ils vont venir vous voir parce que la facture va être salée. Comme à l'époque des systèmes client-serveur traditionnels, les entreprises aujourd'hui n'ont toujours pas pris la peine de mettre en place des stratégies pour gérer le volume de données qui est en constante augmentation. Alors, à l'époque des clients-serveurs, on achetait des serveurs supplémentaires, on achetait du stockage supplémentaire. Une fois dans le cloud, quand l'arrivée du cloud a fait son chemin, tout d'un coup, le stockage était beaucoup moins cher. Alors, on ne s'est pas cassé la tête, on a continué à populer, et la croissance des données est toujours là aujourd'hui. Mais là, maintenant, Microsoft a mis un terme à ça et là, va envoyer des surcharges assez importantes. Et par le fait qu'il n'y a aucune stratégie pour gérer les volumes de données, mais ça entraîne un certain chaos lorsqu'il s'agit de mettre en place justement des stratégies. Vous avez sûrement vécu ça, donc personne n'est responsable de rien, sauf les TI. Tout est ramassé sur les CI, sur les TI. Et nous, on arrive plutôt avec une approche on dit que la meilleure approche serait être une approche de responsabilité partagée. Et finalement, un des derniers points, c'est les employés apparemment perdent du temps à chercher les informations. Ben écoute, dans le fond, on est tous employés d'une certaine mesure et je pense qu'on a tous vécu l'expérience de chercher et d'essayer de trouver de l'information qu'on a besoin pour exécuter notre travail. Donc ça, ce n'est pas un secret pour personne. Effectivement, euh, avec l'accroissement du volume de données, ben, ça devient de plus en plus une problématique. Mais la chose on doit dire, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. C'est vrai, mais jusqu'à un certain niveau. Quotidiennement, en tant qu'utilisateur, on sait où est-ce que trouvent les éléments que nous utilisons, soit avec des bookmarks, des signets dans les Teams, dans les canaux, dans les courriels, dans des documents. Et on ne sait pas toujours pourquoi, ni s'il y a des enjeux légaux, mais on a une bonne idée de ce que nous devrions conserver. Cependant, cela représente qu'un grain de sable sur la plage par rapport au volume de données présent dans Microsoft 365. Le problème, c'est que personne ou presque n'a de la visibilité sur ce volume de données. Personne n'est en mesure d'identifier ces données et par conséquent de prendre des actions concrètes. Personne, mais en fait, il y a une exception à ça, et c'est si les gens s'en vont vers Copilot. Mal déployé, sans bonne préparation, Copilot va savoir tout ce qui se trouve dans le Microsoft 365 sans discernement. Il va utiliser ces données-là sans questionnement, basées sur la demande des utilisateurs. Donc, le constat qu'on réalise aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle ne crée pas de problème, ne cause pas de problème. Mieux que ça, ou pire que ça, elle révèle les problèmes dans l'environnement. Quelques chiffres ici pour montrer le côté exponentiel des données à travers les environnements 365. On parle en ce moment de 300 millions d'utilisations de Teams en 2023. Aujourd'hui, on peut peut-être parler de 320 millions, 340 millions. 47% des travailleurs ont de la difficulté à trouver l'information. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne, mais c'est quand même une personne sur deux. Puis je suis plus pessimiste que ça. Je pense que c'est plus qu'une personne sur deux. Je dirais que c'est 2 personnes sur 3 qui ont probablement de la difficulté à trouver de l'information. Est-ce que le stockage ou les données numériques augmentent? Ben, on parle ici d'une moyenne de 1,7 MB de données par seconde. Petit calcul rapide juste pour s'amuser un peu, mais ça correspond à peu près, si on pense qu'un document moyen est d'une taille de 20 MB, ça donne à peu près plus ou moins 170 millions de documents à toutes les secondes qui sont stockés dans les services infonuagiques. Ça comprend tous les systèmes infonuagiques. Et aujourd'hui, on parle de plus de 200 zeta-octets de données dans Microsoft 365. Je ne sais pas si vous savez, zeta-octet, c'est un nouveau mot qu'on a appris dernièrement. En fait, c'est un sextillion d'octets. Donc, c'est 1 suivi de 21 zéros.
Et ça comprend vraiment tous les environnements infonuagiques qu'on connaît aujourd'hui, Google, Amazon, Meta et Microsoft. Ça fait que ça commence à faire des données. Si on revient à Opus, donc on a présenté tantôt la Confidence Platform de AvePoint qui est divisée en 3 paliers. Opus se trouve du côté de la résilience, mais Opus se découpe en 4 piliers. Alors, en haut à gauche, on a découvrir et analyser. On parlait justement du manque de visibilité sur les données qui sont cachées, les données qu'on n'est pas au courant. C'est justement ce que Opus va faire, va vous faire découvrir et vous permettre d'analyser ces données-là. On parlait d'optimisation du stockage, on parlait justement des coûts exorbitants que Microsoft maintenant charge aux clients qui excèdent leurs ententes de base. Classification intelligente du contenu. Opus arrive avec Maestro euh, dans un deuxième SKU que IT Cloud n'a pas aujourd'hui, mais probablement dans un avenir rapproché. Donc, ça propose déjà de l'apprentissage machine et une classification automatisée. Mais d'ici la fin de l'année, l'intelligence artificielle fera son entrée et sera en mesure de proposer une taxonomie basée sur le contenu existant ainsi qu'une classification automatisée. Finalement, il y a la gestion du cycle de vie des données. C'est la gestion de l'information, on sait comment ardue elle est, voire impossible, mais ça prend justement une excellente classification pour pouvoir y arriver. Mais pour aujourd'hui, on va se consacrer vraiment au stockage ou à l'optimisation du stockage, donc les 2 premiers piliers de Opus, découvrir et analyser, et l'optimisation de stockage. Donc, sans plus tarder, on va sauter dans la présentation. Je ne sais pas si Sylvain, tu avais des commentaires à formuler, mais je vais tout de Pour suite moi, aller dans la plateforme. Vas-y. ouais, non, c'est ça. Moi, pour l'instant, ça y va. C'est ça, on avait une question au niveau là, des besoins additionnels en frais de stockage. C'est ce qu'on voit, c'est que quand le client arrive à sa limite de stockage dans SharePoint. Puis à partir de ce moment-là, on n'est plus capable d'aller stocker de documents additionnels. Et c'est à ce moment-là que, comme Miguel mentionnait, que là, faut acheter du stockage additionnel. Et puis, c'est pas gratuit là, chez Microsoft. Fait qu'à partir de ce moment-là, il faut provisionner du stockage additionnel pour que SharePoint soit en mesure là, qu'on retombe en mode opérationnel, si on veut, au niveau de SharePoint, qu'on soit capable de stocker de nouveaux documents. Exactement. Donc, je vais commencer la Et en présentation. Oui, passant, vas-y. les SKU, ouais, on peut y revenir à la fin, là, mais en passant, les SKU de Opus et Elements sont disponibles chez IT Cloud. Oui, exactement. OK. Donc, je suis dans la plateforme AvePoint Online Services. Donc, dans le fond, c'est le portail client. Donc, tous vos clients qui utilisent les solutions AvePoint sont en mesure d'avoir accès à cette plateforme-là. Si vous gérez les clients AvePoint, vous avez aussi accès à cette plateforme-là. Vous savez également que vous avez la plateforme Elements qui vous permet justement d'accéder à cette plateforme-là si nécessaire. Mais l'avantage de la plateforme Elements, qui d'ailleurs fera partie de notre prochain webinaire vers la fin de l'été, vous évite justement d'aller dans le portail de votre client pour faire la majorité de la gestion que vous devez faire avec eux. Mais bon, on va y retourner, on va en reparler vers la fin de l'été dans un deuxième temps. Alors, à partir d'ici, on a vraiment la Confidence Platform. On parlait des 3 piliers majeurs: contrôle, ici à gauche, dans le menu à gauche, résilience et modernisation. Alors, dans la résilience, sous la gestion de l'information, on a Opus qui s'affiche ici, donc pour avoir accès à Opus directement à partir de ce menu-là. Vos clients ont accès maintenant à un centre de commande. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les centres de commande aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est vraiment une agrégation de tous les rapports, toutes les analyses que les différentes solutions AvePoint permettent de faire sur l'environnement 365. Alors, on les a catégorisés. Là, on est rendu à 4 centres de commande. Le premier, c'est la confiance en IA. Donc, dans le fond, c'est un tableau de bord qui vous donne un topo ou une vue
sur l'état de l'environnement Microsoft 365 en rapport avec un déploiement soit en cours ou qui a déjà eu lieu ou qui est projeté dans le temps de Copilot. Alors, c'est pour ça que vous allez voir ici, état d'adoption de IA, confidentialité exposée à IA. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ça a un rapport un peu avec Opus, parce que si on continue un petit peu plus bas, on va voir qu'on a les données ROT ici, les données ROT qui sont les données redondantes, obsolètes et triviales, que justement Opus va pouvoir vous fournir comme données. Alors, je peux cliquer directement ici, je vais rentrer dans Opus et commencer à gérer ces données-là. Mais si on voit ici dans cet environnement-là, basé sur les configurations, on a trouvé 148 gigs de données redondantes, 152 gigs de données obsolètes et 13 gigs de données triviales. Sans faire de recherche spécifique ici, là, sans me poser trop de questions, je pourrais considérer que toutes ces données-là pourraient être soit archivées ou détruites. C'est ce que ça me dit rapidement. Donc, en l'espace d'une fraction de seconde, j'ai déjà ce constat-là. Donc, je peux déjà m'asseoir avec mon client et commencer à discuter avec lui comment est-ce qu'on peut améliorer et justement réduire ces données-là au minimum. Si on regarde un autre, celui de la posture du risque, par exemple, vous allez voir que c'est la même chose. Ici, on va montrer des données qui ont un rapport avec la gestion du risque, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des données qui sont à risque d'être exposées à des gens ou des types d'utilisateurs qui ne devraient pas y avoir? Est-ce qu'il y a des activités suspectes dans dans cet environnement-là qui me demandent de faire des investigations sur l'état de tout ça? Alors, ça, c'est un autre qui va être intéressant. On a la résilience des données qui tout simplement va montrer l'état des sauvegardes. Donc, tous les clients qui ont les solutions AvePoint Backup vont montrer les sauvegardes. Et finalement, on a l'optimisation et le ROI, c'est-à-dire optimisation des données, l'optimisation de l'utilisation de Microsoft 365. Alors, encore une fois, si on regarde rapidement, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, vous allez voir qu'ici en bas, vous allez voir l'adoption de Microsoft 365. C'est intéressant de constater que dans cet environnement-là, il n'y a pas grand monde qui utilise Viva Engage. Donc, c'est très, très limité. Et il semble que l'adoption de Teams et SharePoint est à son maximum ou presque, alors que Exchange diminue comme utilisation. Si c'est ça qu'on veut comme entreprise, on est sur la bonne voie. Si on veut que les gens interagissent plus avec Viva Engage, ben on sait tout de suite qu'on a du travail à faire parce que Viva Engage n'est pas utilisé du tout dans cet environnement-là. Peut-être qu'il n'y a pas de licence, mais peut-être aussi qu'il y a un manque au niveau de l'éducation, formation, etc. Mais juste en haut, vous avez aussi les données qui proviennent d'Opus. Alors, Opus est installé, configuré. On a déjà commencé à archiver des données. Et là, comme ça me dit présentement, c'est que j'ai 14,8 gigs de données archivées dans cet environnement-là, qui correspondent à plus ou moins 15 700 documents ou fichiers, et qui me donne une économie d'environ 200 par année en fait de stockage pour l'instant, selon l'information qu'on a ici. Et ce qui est intéressant dans tous les centres de commande qu'on voit ici, il y a des liens partout. Voyez-vous, à chaque fois que je mets ma souris quelque part, je suis en mesure de soit avoir de l'information supplémentaire ou cliquer. Alors, si je clique ici, je vais me diriger directement dans Opus et on va tomber directement dans la page principale, c'est-à-dire les tableaux de bord de Opus. Alors, on parlait d'Opus tantôt, j'ai parlé de quatre piliers dans la présentation, dans les slides. Alors, ici, ça se découpe en deux scénarios. On a vraiment le cycle de vie d'information. Le cycle de vie d'information, c'est vraiment le cycle de vie comme on le connaît au niveau des archives. C'est-à-dire qu'il y a un plan de classification qui est mis en place basé sur la nature de l'information. Il y a un cycle de vie plus ou moins long. On doit archiver ou pas certaines de ces données-là et chacune des données peut être gardée pour une année, 6 mois, plusieurs années. Ça dépend vraiment de la nature d'information et c'est ce qu'on va montrer dans ce premier tableau de bord-là. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'optimisation de stockage. Donc, c'est le deuxième tableau de bord qu'on voit là. Et rapidement, c'est un peu ce que je vous ai montré juste avant de tomber dans cet écran-là, c'est-à-dire les données du centre de commande qu'on a vu tantôt étaient ici. Alors, j'ai 14
presque 15 gigs de données archivées, correspondent à environ 16 000, et 4 000, quasiment, pratiquement 5 000 versions seulement. Et donc, un potentiel d'économie de 200 dollars. En fait, ce n'est pas un potentiel, c'est une économie réelle en ce moment parce que c'est vraiment des données qui sont archivées. Ce n'est pas une simulation, c'est vraiment l'état de cet environnement-là. Les données ne sont pas identiques au centre de commande. Ça a rapport avec la dernière fois qu'il y a eu un scan ou un calcul de processus au niveau de la gestion des rapports derrière. Donc, il y a des rapports qui s'exécutent à tous les 24 heures, pas nécessairement au même moment. Alors, c'est pour ça on va toujours avoir une petite différence. Et en bas ici, ça va me donner une liste de tous les sites SharePoint, que ce soit des Teams, des groupes 365 ou des sites SharePoint, avec, pardon, la base de données archivée et donc la taille des données optimisée. Si on va aller plus loin maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à voir cette information-là? Ben, sous découverte et analyse ici, on va avoir ce qu'on appelle les données inactives et les données ROT. Alors, si on regarde les données inactives, en fait, je vais tourner ici. Donc, encore un résumé. Alors, il y a eu une configuration qui a été faite. Il y a eu une analyse, une première analyse qui a été faite. Et basée sur les configurations qu'on a mises en place, on a détecté qu'il y aurait potentiellement, ici c'est vraiment potentiel, potentiellement un 166 gigs de données supplémentaires qu'on pourrait archiver, qui correspondent à 140 000 documents. Le fichier le plus vieux date de près de 12 ans ou 11 ans et demi. La taille des versions, c'est 6 gigs sur le 166 et les tailles de données dans le PHL, qui est le Preservation Whole Library. Donc, c'est-à-dire que ce client-là utilise les labels de rétention, donc le DLP. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je peux jouer avec les différents seuils qu'on voit ici. Donc, les données qu'on voit en haut, ça correspond à ce qu'on voit ici, donc de 0 mois à indéfini. Autrement dit, c'est pratiquement c'est tout l'environnement. Mais si je change ça, puis je mets ça à 5 ans, donc montre-moi tous les documents de 5 ans et plus. Alors là, vous voyez que je suis tombé à 84 de mon environnement. Et au lieu d'avoir 166 gigs, maintenant je suis à 140 gigs, 134 000 fichiers. Donc, autrement dit, rapidement, si je décidais d'archiver tous les documents dans mon environnement 365 qui ont 5 ans et plus au niveau de la dernière période de modification, mon environnement passerait de 166 gigs à 26, ouais, 26 gigs, parce qu'on archiverait 140 gigs d'informations. Donc, méchant ménage. Et quand on dit archive, c'est vraiment des archives, hein. Donc, ça veut dire que la documentation n'est pas détruite, elle est vraiment archivée. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours la rapporter, la ramener ou la récupérer. En bas, on a un détail par conteneur. Donc, ceux qui sont habitués avec les solutions AvePoint, vous savez qu'on peut créer des conteneurs. Alors, on a le détail par conteneur. Donc, si on regarde les OneDrive qui sont orphelins, on en a 12. Et basé sur ce que je viens de faire ici, il y a 119 gigs de données qui sont uniquement dans ceux-là. Donc, peut-être que je peux commencer ici. C'est peut-être ma priorité 1 parce que c'est des OneDrive orphelins. C'est-à-dire que les utilisateurs ne sont plus à l'emploi de notre entreprise. Donc, je pourrais aller sauver 119 gigs de données sur les 140 si je décidais d'archiver ou de détruire uniquement cette valeur-là. En bas, on va avoir un découpage par taille des données. Et je vous fais remarquer ici les seuils qu'on marque, qui sont en bas de cette échelle-là. Donc, plus petit qu'un meg, plus grand ou égal à 1 meg, plus grand ou égal à 50 et à 75. Tout ça, c'est des configurations que vous pouvez mettre en place vous-même. Même chose pour les seuils qu'on voyait ici. OK? Donc, rappelez-vous de ça. Je vais vous montrer quelque chose, vous montrer le détail de ça dans quelques minutes. Et finalement, vous avez aussi un détail des types de fichiers qui sont impactés. Alors, on voit que basé sur la sélection que j'ai fait ici, 60 mois et plus, le gros de ce volume de données-là, c'est des logs. Donc, j'ai 120 gigs de logs
que je pourrais archiver rapidement. Le reste, vous voyez, les documents Word, les PDF et tout ça, ça correspond à une petite partie dans cet environnement-là. Alors, rapidement, je peux prendre des décisions très rapides. Je peux dire, OK, on va faire ces logs, on va tout simplement archiver ou détruire les logs. Et les configurations que je fais ici, je suis en mesure de les sauvegarder. Donc, par exemple, je vais dire, OK, sauvegarde-moi ça. Je vais juste faire rapidement. Donc, 60 mois, toutes les tailles de fichiers, mais uniquement les logs et trier par taille de données. Donc, je vais enregistrer ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ici, c'est vraiment un constat, une analyse et une réflexion qu'on fait. Et là, on est rendu à 72% en passant parce qu'on a sélectionné uniquement les logs. Tantôt, on avait tous les documents. Donc, je suis passé de 144 à 120 gigs. Je vais juste faire remarquer ça. Là, si je veux agir, je m'en vais sur le deuxième tableau, l'optimisation des données inactives. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est le profil que je viens de créer. Il est en train de se générer. Mais heureusement, j'en avais déjà un de prévu. Donc, je peux reprendre celui-là. Je vais avoir les mêmes informations que je viens de vous montrer. Et là, ici, on va pouvoir aller plus en détail. Par exemple, on a effectivement les conteneurs, comme je vous ai montré tantôt, mais là, on peut l'afficher par collection de sites, si je veux, aussi. OK? Euh, et si je décide que c'est vraiment les OneDrive orphelins que je veux agir dessus, j'ai simplement à les sélectionner et je vais pouvoir ici cliquer sur Archiver ou Détruire. Et là, on va me proposer encore des règles que je vais pouvoir encore modifier à la dernière minute parce que peut-être j'ai changé d'idée et puis je vais inclure d'autres choses. Mais donc, je vais pouvoir prendre ces décisions-là. Ici, je vais pouvoir, est-ce que je veux tous les fichiers dans l'étendue qui est tous les OneDrive orphelins ou je vais aller chercher des fichiers des versions spécifiques. Je peux sélectionner ça ici. Je peux déterminer si je veux archiver et détruire ou simplement détruire. Dans le cas de l'exemple qu'on voit ici, peut-être que je voudrais détruire. C'est des logs. Des logs qui datent de plus de 5 ans. Alors, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il faut avoir la discussion avec vos clients, mais vous avez les deux choix ici. Si on décide d'archiver, vous pouvez laisser un pointeur en place. Et les pointeurs, c'est simplement lorsqu'il va y avoir une recherche dans l'environnement, même si l'information est archivée, il va y avoir un pointeur qui va sortir au niveau de la recherche et quand les clients vont cliquer dessus, ça va leur dire que le document ou le fichier en question a été archivé et voulez-vous le restaurer? Et la meilleure façon de montrer ça, c'est justement d'aller dans un site SharePoint, justement, ici, et je suis dans une librairie et je remarque qu'il y a des documents Word, mais il y a aussi des documents HTML. Alors, ce sont les pointeurs. Donc, le fichier l'ancien docx ici, a été archivé. Alors, imaginez que c'était un document de 30 MB, mais maintenant, c'est uniquement un petit fichier HTML, donc au niveau de la taille des données, c'est très minime. Et si je clique dessus, parce que je l'ai trouvé dans une recherche, on va tout de suite afficher à l'utilisateur que ce document-là a été archivé. Et en passant, ce document, toute cette information-là que vous voyez, en fait, toute cette information-là que vous voyez ici, c'est personnalisable. Donc, si vous avez un client en français, bien évidemment, tout le message qui est ici sera en français. Je vais vous montrer ça vers la fin de la présentation. C'est très, très facile à faire. Donc, en cliquant sur Click Open to Restore, right-click, c'est-à-dire, l'utilisateur va pouvoir restaurer le fichier lui-même. Pas besoin nécessairement de passer par les services TI. C'est une option, ce n'est pas obligatoire, mais je tenais à vous le montrer. Je vais juste enlever ça ici. Bon, je ne peux pas enlever ça. Mets-tu de côté. OK, on revient à ce qu'on était. Alors, c'est pour ça ici, là, donc c'est vraiment une option. Si je ne veux pas utiliser les pointeurs, j'ai juste à ne pas le sélectionner. Et le stockage est ici. Alors, par défaut, AvePoint vous fournit le stockage d'archivage, mais encore une fois, vous pouvez amener votre propre stockage. On supporte différents types de stockage. Et à ce moment-là, ben, c'est vous, ou en tout cas ceux qui sont les responsables du stockage, c'est les gens concernés. Si c'est vos clients, les clients, il faut s'assurer qu'il y a assez de place
pour pouvoir stocker. Dans la licence Opus, ça vient déjà avec le stockage en conséquence de l'environnement. Alors ça, c'est pour les données inactives. Et vous voyez en bas, il y a un bouton Simuler ici. Donc, vous pouvez simuler, au lieu de le faire pour vrai, vous n'êtes pas certain, vous pouvez simuler l'archivage ici. Ce que ça va faire, ça va générer un document ou un rapport avec tous les documents ou tous les fichiers qui ont été détectés comme étant prêts à être archivés. Alors, vous allez avoir la liste des documents au complet, le chemin, etc. Donc, vous allez pouvoir valider que vraiment tous ces logs-là, effectivement, ça aurait de l'allure d'archiver tout ça. Vous pouvez faire ça maintenant au niveau de l'archivage en temps réel. Dès que vous enregistrez, exécutez maintenant, ça s'exécute à l'instant. Vous pouvez aussi le faire dans le temps, donc vous pouvez configurer une date et une heure. Et lorsque vous enregistrez, ben, l'archivage va se faire à ce moment-là. Donc ça, c'est pour les données inactives. Les données ROT, c'est un peu la même chose. Donc, basé sur certaines configurations, on a le résumé de l'environnement ici en haut. On a encore des seuils qu'on montre ici. Donc, pour l'instant, c'est comme si on archivait tout l'environnement. Là, ici, je vais dire 90 mois et plus. Ça me donne 5 gigs de données et 9000 fichiers supplémentaires, ce qui correspond à 3 de mon environnement au complet. Et ça, c'est les données ROT. Les données ROT, c'est quoi? On les voit très bien ici, toutes découpées. Donc, on a la redondance, l'obsolète et le trivial. Évidemment, un document peut faire partie il peut être dans les trois, hein. Ça peut être un document qui est redondant, il peut être obsolète et il peut être trivial en même temps. Donc, c'est pour ça que le total ici qui donne 11 gigs ne correspond pas aux 5 gigs. Je pourrais faire cette explication-là parce que je me fais souvent poser la question. Et ici, on a vraiment les catégories qui ont été configurées. Encore une fois, toutes ces catégories-là qu'on voit ici, c'est vous qui les faites. Ceux que je montre à l'écran, c'est ceux qui sont par défaut, mais ils peuvent tous être supprimés et reconfigurés selon les besoins et les critères de vos clients. OK? Donc, par exemple, si je clique sur, je vais en prendre un, par exemple, les Legacy Notes, celui-là, ça me dit que j'ai 1 gig. Alors, si je clique ici, ça va spécifiquement me montrer le rapport sur les Legacy Notes. Dans ce cas-ci, c'est des PDF et des fichiers TXT. Et je suis passé à 1 gig et seulement 208 fichiers. Et ça correspond à un peu moins de 1% de tout mon environnement. Si c'est ça que je veux faire, même chose, je peux l'enregistrer comme un profil. Et après, je vais pouvoir aller dans l'optimisation des données et prendre le même profil qu'on a créé dans la liste qui va avoir été ici. Et après ça, faire des sélections, soit que je sélectionne tout ce qu'il y a là, et je vais pouvoir archiver ou détruire au même titre. J'ai encore des possibilités de faire des changements. Même chose ici. Je peux décider que je n'archive que les données inactives. Je peux faire les données ROT et ensuite choisir. Peut-être que je veux prendre juste les obsolètes. Donc, je peux enlever ça et faire juste ça comme ça. Et j'ai d'autres règles que je peux utiliser ici. J'ai les mêmes options, archiver et ou détruire. Pourquoi ça dit archiver et détruire? C'est parce que l'archivage, c'est une étape, mais éventuellement, on va vouloir les détruire. Une première étape, c'est archiver, détruire plus tard. Ici, c'est détruire immédiatement. OK? C'est la grosse différence entre ces deux-là. Stocker, ça peut être à la même place, ça peut être à d'autres places. Surtout si vous utilisez votre propre stockage, vous allez pouvoir créer plusieurs profils de stockage sur différents endroits et basés sur les types de données que vous voulez archiver, ils peuvent être archivés à différents endroits ou tous dans le même. Il y a pas de problème. Vous avez encore un bouton de simulation et la même chose ici, vous pouvez l'exécuter maintenant ou configurer plus tard. Donc, ça, c'est les rapports. Mais pour préparer ces rapports-là, les données ROT et les données actives, ça passe par une découverte. Alors, la découverte, c'est ici. On en a déjà une de fait, mais ce n'est pas grave, on peut analyser à nouveau. Mais on a accès au rapport que je viens de montrer directement par ces deux boutons-là, données inactives, données ROT, parce que l'analyse a été réussie, mes rapports sont prêts. Mais avant d'avoir les rapports, j'ai passé à travers une analyse et j'ai configuré l'analyse.
Donc, je vais continuer ici plus loin. Donc, c'est un processus de 4 étapes qui permet de regarder, premièrement, qu'est-ce qu'on veut analyser. Alors, on peut choisir les conteneurs qu'on a déjà dans notre backup peut-être. Donc, on peut choisir les conteneurs ici. On peut décider qu'on veut faire tout SharePoint, tout OneDrive ou tout l'environnement au complet. On peut faire ça comme ça. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je vais laisser le même pour l'exemple ici. Par la suite, voici les fameux seuils que je vous ai montrés tantôt. Donc, on se rappelle qu'on avait vu la taille des fichiers, c'était 1 MB, 50 MB, 75 MB. Je peux en ajouter un autre si je veux. Je peux dire, regarde, ça va être 1 MB, ça va être 10 MB. Je peux mettre 25 ici. Et je peux mettre 50 et plus, par exemple. Même chose pour les périodes de modification. Là, j'ai 12 mois, 36 mois, 60 mois, 90 mois. Je peux en ajouter d'autres. Je peux supprimer ce qu'il y a là et donc bâtir mes propres seuils de rapport. OK? Étape numéro 3, données inactives. Qu'est-ce qu'une donnée inactive pour mon client? Bon, ici, ce qu'on veut voir, c'est sors-moi tous les documents qui ont plus de 10 versions et ou qui ont plus de 20 versions et qui n'ont pas été modifiés depuis plus de 2 ans. Et encore une fois, on peut supprimer toutes ces règles-là, on peut les modifier. Je peux écrire ici ce que je veux. Je peux sélectionner par rapport aux données, aux critères qu'on a ici. Et si moi, c'est plus 5 ans, ben, je peux mettre 5 ans et j'enregistre. Je peux en ajouter un autre. Si j'ai 3 règles ici, je peux en ajouter une quatrième, je peux le faire aussi. OK? Si je continue maintenant, j'arrive aux données redondantes, obsolètes et triviales. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les rapports que je vous ai montrés plus tôt, les fameuses catégories, si on regarde vite vite, on va dans les données ROT, les fameuses catégories qu'on voit ici, c'est exactement les mêmes qu'on voit là. OK? Donc, encore une fois, on peut les modifier, on peut les supprimer, on peut en ajouter d'autres. Donc, donc, il y a différentes façons, mais ça vient déjà avec ceux-là, déjà préconstruits. On a les duplicats ici, donc tout ce qui est en double. Faire remarquer ici qu'en double, c'est vraiment le nom et la taille. Au moment où on se parle, on ne rentre pas à l'intérieur du fichier. Ça, c'est quelque chose qui est sur le roadmap. J'ai pas de date de sortie. Mais pour l'instant, c'est vraiment le nom. Donc, si on regarde les doublons, c'est vraiment le nom et la taille. OK? Ensuite, les données obsolètes. Qu'est-ce que des données obsolètes? On en voit un peu ici, des exemples, des vieux vidéos, des vieilles photos, des fichiers zip. Vous pouvez rentrer les extensions que vous voulez. Donc, certaines industries ont des extensions très précises. Vous pouvez rentrer ces extensions-là ici. Et finalement, les données triviales. Les données triviales, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'une donnée triviale? C'est une donnée qui traîne, en parenthèse, dans l'environnement 365, qui a déjà été utile. Une politique d'entreprise qui a déjà été utile il y a 5 ans, mais qui a été modifiée et tout ça. Et aujourd'hui, il y a un nouveau document. On pense peut-être aux politiques des vacances, en exemple. Peut-être qu'il y a 5 ans, les vacances, c'était telle façon. Il y avait des politiques X. Et maintenant, on est passé à une autre étape. On a d'autres types de politiques de vacances. Le document est un document lisible, d'actualité ou pas, mais qui est vraiment plus pertinent aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça, les données triviales. Alors, on peut en trouver de toutes sortes. C'est pour ça qu'on parle de fichiers privés, des fichiers historiques. Et il y a aussi des documents, des fichiers qui sont créés par les systèmes, comme par exemple des documents dans des caches, dans des recycles, ou etc. Donc, ça, c'est des exemples qu'on vous fournit ici. Si on regarde ici, là, dans SharePoint fournit ses propres folders de temporaire, TMP, Recycle. C'est des répertoires système, en fait, qui sont créés par SharePoint en arrière-scène. Et donc, ça fait partie des données triviales. Donc, on peut se débarrasser de ça ou on peut nettoyer ça de temps en temps.
Alors, donc ça, c'est pour comment construire les rapports et c'est là que ça va vous donner les données inactives, les données rotes. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure de commencer à nettoyer l'environnement. Deux annonces que je veux faire à partir du mois d'août de cette année. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si on retourne ici, si je fais analyser à nouveau et je vais juste vous montrer quelque chose. Au niveau des sources de contenu, on a SharePoint Online et OneDrive. Au mois d'août, on arrive avec les serveurs de fichiers. Alors, les serveurs de fichiers seront la troisième source qu'on va pouvoir utiliser l'optimisation de stockage. Et on sait que les serveurs de fichiers, il y en a du stock. C'est encore pire que l'environnement 365. Il y a des serveurs de fichiers qui datent de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Alors, il va y en avoir des données à archiver ou à détruire dans ces sources-là. Mois d'août. Et au moment où on se parle, on supporte également Google Drive. Alors, c'est pas dans l'interface ici parce qu'il faut vraiment sélectionner plus haut la source Google Drive. Alors, c'est en preview présentement. Alors, s'il y a des partenaires qui sont intéressés à tester ce que je viens de vous montrer là pour Google Drive, communiquez avec moi directement. Donc, on a parlé des rapports, visibilité, analyse, déterminer qu'est-ce qu'on veut archiver, etc. Si on archive, ça veut dire qu'on peut restaurer. Alors, rapidement, pour restaurer, j'ai montré rapidement comment le faire du côté d'un utilisateur, mais évidemment, vous avez l'opportunité de le faire aussi dans le centre de restauration qui est en bas à gauche. Alors, le centre de restauration va vous permettre d'aller chercher vraiment ce que vous avez besoin. Alors, si on revient à notre test de tantôt, mon site SharePoint en question, je peux cliquer Rechercher et il va me sortir tous les documents qui ont été archivés. Tantôt, on a parlé de ce document-là qui avait été archivé, donc je peux le restaurer de cette façon-là rapidement. Il va être toujours restauré à l'endroit, en fait, normalement, il devrait être restauré à l'endroit d'origine. Donc, l'utilisateur, lui, n'a pas le choix. On a vu tantôt qu'en faisant la restauration, il va le restaurer à l'endroit d'origine. Il peut l'exporter aussi, mais normalement, c'est vraiment l'endroit d'origine. Ici, comme c'est côté admin plus, donc on a un petit peu plus de fonctionnalités et entre autres, on peut restaurer vers un autre emplacement de stockage si on veut. Et on peut décider au niveau des versions, etc., qu'est-ce qu'on fait avec les conflits, ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est une façon de pouvoir restaurer. L'autre façon, donc ça, c'est une des façons. L'autre façon, c'est de faire une découverte électronique. Et là, on peut chercher par des mots-clés, pardon. Donc, si je rentre Apple comme exemple et je clique Rechercher, il me sort les documents qu'il a trouvés, qui ont été archivés. Alors, rapidement, j'ai accès à cette documentation-là et je peux restaurer de la même façon que je viens de vous montrer. Donc, en gros, je vois que le temps passe. Sylvain, on a quelques minutes seulement. Je ne sais pas si je te passe la parole pour conclure. Est-ce qu'on a des questions pour lesquelles on doit répondre? Ouais, je ne sais pas si on aurait certains participants qui auraient des questions à poser en direct à Miguel. Alors, profitez-en. Miguel est avec nous justement pour répondre à vos questions, à vos interrogations. S'il y en a qui désirent avoir une présentation plus poussée sur Opus en général, il n'y a pas de souci, hein, simplement passer par IT Cloud et ben, il y a des gens de mon équipe qui se feront un plaisir de vous présenter en français si vous le désirez, Opus plus en détail. Alors, je vois avec quelqu'un qui écrit Laissons-lui la chance. Pendant qu'on attend la question, je vais peut-être faire une petite parenthèse. Sur ce qu'on a montré en ce moment, vous avez probablement conclu qu'il y a beaucoup de configurations à faire, il y a des étapes à faire. C'est quand même assez manuel. Bon, l'archivage, je clique sur un bouton, puis ça archive. Euh, Maintenant, est-ce qu'on peut automatiser tout ça? Et la question est oui, on peut absolument automatiser tout ça, simplement en créant une règle
dans les termes et règles ici, alors on a tout simplement à créer une règle qui fonctionnera de la même façon que vous avez mis en place. Alors, on peut créer des règles qu'on veut. Ici, il y en a une liste, là. Si je prends un exemple, cette règle-là qui affiche, qui dit d'archiver des documents ou des courriers électroniques, parce que vous savez qu'on peut aussi aller vers Exchange Online, datant de plus d'un an. Voilà. Donc, le dernier accès de plus d'un an, archiver, détruire et laisser en place un pointeur. Donc, vous créez une règle, la première étape, et la deuxième étape, vous allez appliquer cette règle-là sur une source de contenu, comme par exemple SharePoint. Donc, on s'en va dans SharePoint, on clique Optimisation du stockage et on passe à travers les fameux conteneurs. Encore une fois, ils sont ici. À l'intérieur de ces conteneurs-là, il y a des sites SharePoint, mais vous pouvez mettre la règle au niveau du conteneur. Donc, imaginez, vous avez un conteneur, par exemple, le conteneur de site par défaut. Tous les sites SharePoint sont là-dedans. Vous avez simplement cliqué sur le conteneur en question et dans les paramètres d'archivage, vous allez aller chercher votre règle. Donc, vous allez ajouter la règle que vous avez créée. Donc, une règle pour un document. Donc, le nom de la règle, celle-ci, par exemple. Vous allez enregistrer tout ça. Et après, dans la planification de la tâche, là, vous allez mettre une planification. Vous allez dire qu'à partir de telle date, telle heure, peut-être une fois par semaine, il n'y a aucune date de fin enregistrée. Et là, Opus, une fois par semaine, va analyser tout l'environnement et tous les documents qui rentrent en ligne avec la règle que vous avez créée vont être archivés selon la règle. Encore une fois, c'est les mêmes choses que je vous ai montré plus tôt. Ça peut être archivé, ça peut être détruit, basé sur les configurations. Donc là, ça va se faire à tous les semaines. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller dans les rapports et tout ça. Alors, c'est la façon d'automatiser ce que je vous ai montré. Est-ce qu'on a des questions? Parfait. Miguel, je te remercie justement de nous avoir présenté Opus aujourd'hui, qui est dans un premier lieu cette découverte et analyse-là de l'information de stockage dont on a. Et par la suite, oui, dans un deuxième temps, on procède à l'optimisation de notre stockage pour éventuellement, à un certain moment donné, comme tu nous montrais, penser à possiblement effacer ou détruire cette information-là pas pour toujours, si on veut, lorsqu'on aura déterminé justement qu'on n'en a juste plus besoin dans nos environnements. Exactement. Alors moi, je vais repartager à mon tour. Alors aussi, juste pour vous informer que si vous auriez des collègues qui n'auraient pas pu assister avec nous aujourd'hui en direct, le webinaire d'aujourd'hui, ben sachez qu'il va être disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube chez Eat-It-Loud. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, oui, Eat-It-Loud a une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, tout à l'heure, justement, j'ai mis un lien dans le chat qui fait référence justement à Policies and Insights aussi. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, là. Alors, allez voir sur notre chaîne YouTube. Il y a de multiples webinaires, multiples vidéos justement sur différents produits qu'on vous démontre finalement là, les bienfaits de ces produits-là lorsque justement on a des nouveaux produits à vous offrir ou vous nous faites part justement de nouveaux sujets que vous voudriez qu'on couvre lors de nos webinaires. Alors, sur ce, justement, lorsque vous irez visionner nos webinaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas non plus à nous faire part si vous aimez aussi vous avez aimé le webinaire ou non aussi. Et aussi, comme on vous demande à l'habitude de tous nos webinaires et formations, si vous seriez en mesure de nous faire part de vos impressions, de remplir l'évaluation, de nous faire comprendre si la session vous a été utile. Ça vous permet aussi de fournir des commentaires que vous n'avez peut-être pas, n'aviez pas le temps ou suite à une réflexion, vous voudriez partager avec nous. Alors n'hésitez pas. Mais aussi, c'est vraiment pour nous aider à comprendre comment on peut améliorer nos webinaires à l'avenir. Alors, sur ce, si vous avez d'autres
questions ou vous voudriez justement, comme Miguel indiquait tout à l'heure, poursuivre des discussions envers des produits, avoir plus d'informations, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous chez ETCloud et on se fera un plaisir de vous assister. Je vois que quelqu'un avait posé une question dans le chat et je vois que Miguel est en train justement de formuler une réponse. Alors, je suis curieux de voir la réponse. Alors, pour ceux qui sont en mesure d'attendre quelques minutes. Ouais, ben, en fait, pour faire un résumé, dans une approche de gestion de l'information mature, c'est-à-dire vraiment la gestion des archives, l'information même prise en backup devrait être détruite au même moment qu'elle est détruite dans le processus de gestion de l'information. Quand on parle d'optimisation de stockage, par contre, ce n'est pas le cas, parce que c'est vraiment la notion, c'est vraiment juste d'optimiser le stockage, point à la ligne. Mais l'idée, c'est de faire prendre conscience à vos clients que je pense qu'il est temps qu'on commence à regarder vraiment la gestion de l'information dans son ensemble. Et à ce moment-là, oui, cette donnée-là, légalement, si elle est détruite parce que légalement, elle doit être détruite, ne devrait plus être disponible nulle part. Parfait. Merci pour cette réponse, Miguel. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions de la part de nos participants? Alors, sinon, sur ce, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette présentation de Opus. Alors, merci à toi, Miguel, et merci à tous ceux qui se sont joints à nous et qui ont participé à ce webinaire aujourd'hui. Parfait, merci Sylvain. À la prochaine.